Sur le plateau de Savoie News, nous recevons Cédric Vial, sénateur de la Savoie. Bonjour Cédric Vial. Bonjour. Et meilleurs vœux. Oui, tous mes vœux. Nous allons parler de l'actualité bien sûr du Sénat et puis des projets que vous avez menés à bien en 2021. Alors 2022 sera quand même une année particulière pour le Sénat puisque c'est une année d'élection présidentielle. Oui, alors pour le Sénat et puis pour tous les Français, puisque effectivement c'est la respiration démocratique. On va interrompre nos travaux législatifs à partir de la fin du mois de février jusqu'aux élections législatives, donc jusqu'au mois de juin. Et ensuite, on repartira sur un nouveau cycle qui aura été marqué par un choix à la fois d'un nouveau président et d'un nouveau gouvernement, et donc d'une nouvelle majorité législative, et donc d'un nouveau calendrier. Donc on est un peu dans cette attente. Et en même temps, le Sénat ne s'arrête pas de travailler puisqu'on est la seule assemblée qui ne dépend pas de l'élection présidentielle. Donc pendant cette période, on continuera à travailler sur des missions d'information, sur nos commissions, mais il n'y aura plus de travail législatif parce qu'on ne peut pas faire une loi juste avant les élections présidentielles. Alors une de vos valeurs différenciatrices, c'est d'être sur le terrain. Et vous aimez reporter le terrain au Sénat et partager avec le terrain les histoires du Sénat, si vous me permettez l'expression. Oui, c'est vrai. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que j'ai toujours conçu moi mon engagement depuis que j'ai été élu maire notamment et que j'ai souhaité un peu continuer. J'ai la peur d'être déconnecté. Vous savez que depuis qu'on n'a plus le droit de cumuler des mandats, que j'ai dû quitter mon mandat de maire pour devenir sénateur, j'ai cette hantise au fond de moi d'être déconnecté et donc j'essaye de rester le plus possible raccroché au terrain, à la fois en rencontrant un maximum d'élus, en étant le plus présent possible dans le département auprès des collègues avec des situations très différentes, et puis en essayant aussi de travailler différemment et de pouvoir associer mes collègues aux travaux législatifs. Voilà 1 an et demi que vous êtes sénateur. Aujourd'hui, on peut faire un premier bilan sur les différents sujets que vous avez traités. Alors, le sujet de la montagne, bien sûr, avec la Savoie, c'est un petit peu passage obligé. Et sur cette conséquence sanitaire qui n'est pas finie, qui continue quand même en 2022. Oui, j'avoue que j'étais un peu jeté dans le bain parce que personne ne s'attendait à ça. On a beaucoup travaillé avec tous les acteurs de la montagne, acteurs économiques, acteurs politiques, avec, je pense, une réussite, il faut le dire, c'est un travail en commun. On a réussi, je pense, à parler d'une seule voix, tous les acteurs de la montagne, les politiques, pour essayer de défendre notre activité. Malheureusement, sans le succès qu'on aurait espéré l'année dernière, puisqu'on n'a pas réussi à éviter la fermeture totale des stations, contrairement à d'autres pays voisins qui s'en sont peut-être mieux sortis que nous. Mais en tous les cas, on a gardé cette unité et ça nous a permis derrière de faire front vis-à-vis du gouvernement et d'obtenir des compensations qui permettent aujourd'hui d'être toujours là, d'être toujours présent et de faire une saison qui n'est pas dans des conditions complètement optimum, mais qui permet quand même de relancer la machine. Un autre sujet que vous avez défendu durant 2021, c'est les scolaires et les périscolaires. Oui, alors c'est vrai que ça fait partie un peu de mon parcours, de mes engagements professionnels, puisque j'ai travaillé 5 ans au ministère de l'Éducation nationale auprès de plusieurs ministres, que depuis une dizaine d'années, j'étais très engagé au sein de l'Association des maires de France sur les questions d'éducation, et qu'aujourd'hui, je me retrouve au Sénat dans la commission qui traite justement de ces questions éducatives. Donc c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels je me suis beaucoup investi. Je pense qu'on a obtenu aussi quelques avancées, notamment je pense à la loi sur les directeurs d'école, parce que contrairement à ce que tout le monde pense, il n'existait pas de directeur d'école, de statut pour les directeurs d'école. On a créé quelque chose que tout le monde connaissait, parce qu'on a des directeurs dans toutes les communes de France, dans toutes les écoles de France, sauf que ces directeurs ne dirigeaient rien. Ils n'avaient pas d'autorité ni hiérarchique ni fonctionnelle sur les autres enseignants. Donc on a institué cette autorité fonctionnelle, on a créé un statut, facilité la formation et amélioré ses conditions. C'est probablement qu'une étape, mais ça fait partie des avancées que le Sénat a pu apporter, puisque c'est vraiment une initiative qui a été portée pour ça par le Sénat. Et ça fait partie des quelques sujets avec les questions périscolaires, où là, c'est plutôt, j'allais dire, une attention de tous les moments, puisque le gouvernement a cette tendance de vouloir faire supporter par les collectivités locales des coûts qui normalement lui incombent. Voilà, donc c'est une attention particulière, et c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels je travaille depuis un certain nombre d'années. On poursuit notre échange sur la loi climat et résilience. C'est un thème aussi que vous avez porté en 2021. Oui, alors porter et supporter, parce que c'est vrai que c'est un texte qui a changé un certain nombre de choses, beaucoup de choses. Contrairement à ce que son nom indique, c'est pas forcément un texte qui va uniquement pour défendre la planète, l'environnement, comme on est tous portés à vouloir le faire, mais qui impose énormément de contraintes aussi sur les collectivités, sur les entreprises.
Et donc, le travail qu'on a eu sur ce texte, il était de trouver un bon équilibre entre des mesures qui sont des mesures utiles pour l'environnement et en même temps de trouver des solutions qui soient pragmatiques et qui respectent aussi le rythme des communes. On voit notamment des conséquences, ce qu'on appelle la zéro artificialisation des sols, ce qui veut dire que pour le monde rural et notamment le monde de la montagne, c'est une catastrophe parce que c'est une vision encore qui est urbaine et où on veut imposer des règles qui seront les mêmes dans les territoires de montagne ou en ville sur l'artificialisation des sols. C'est pas toujours compatible. Non, ça peut pas être compatible. Et on voit, il y a déjà un effet post-confinement où on voit que les gens ont une envie de revenir vers des valeurs rurales, à la montagne, qu'ils ont pas envie de vivre tous empilés dans des tours. Or, on a créé par des lois comme celle-ci des obstacles au développement de ces territoires, avec une vraie crainte derrière. Là, je parle surtout des territoires ruraux. C'est que quand on les empêche de se développer, eh ben, on crée des situations où ils perdent leur attractivité, ils n'ont plus de médecins, ils n'ont plus de commerce, et après, on les met sous perfusion. Donc c'est un non-sens économique, c'est un non-sens financier, budgétaire pour l'État, et puis c'est un non-sens en termes d'aménagement du territoire. Pourtant, il y a une vraie tendance de la part du public, de la population, de revenir dans des petites villes, dans des villages. On peut plus les accueillir parce qu'on n'a plus le droit de construire, parce qu'on nous a empêché ce développement, avec une vision qui est un peu un marqueur de celle du président Macron, hein, depuis qu'il a été élu, qui est une vision très urbaine, métropolitaine. C'est quoi la solution ? C'est une politique d'aménagement du territoire différente. Il faut accepter, changer de dogme. Le dogme d'Emmanuel Macron, c'est qu'il faut avoir des métropoles qui soient puissantes, des villes qui soient puissantes, riches économiquement, fortes économiquement, et que par ruissellement, les territoires ruraux vont se développer parce qu'ils vont ramasser les miettes de ces villes. Or, je pense que exactement tout l'inverse. Il faut avoir une politique d'aménagement du territoire qui soit beaucoup plus harmonieuse. Il faut relocaliser de l'industrie, puisque l'industrie, par essence, ça fait travailler les territoires ruraux. On n'installe pas des usines au centre des villes. Et il faut relaisser ces territoires se développer. Et c'est ce maillage territorial qui est constitutif de la France depuis des décennies, voire des siècles, hein, au moins depuis Napoléon. Et c'est ce qui a fait l'essence de la France, et ce qui fait aussi que le tissu social fonctionne en France. Et là, aujourd'hui, on a tendance à vouloir trop opposer les uns par rapport aux autres. Et je pense que c'est une erreur politique et une erreur en termes aussi économiques. Bon, vous êtes ferme là-dessus. On revient sur l'autre sujet totalement différent, mais qui malheureusement est de plus en plus traité, c'est l'harcèlement. Oui, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de Français. Alors depuis longtemps, c'est pas un sujet nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est aussi le cyberharcèlement. Ce qui est jusqu'à présent, un enfant qui était harcelé, quand il rentrait de l'école, au moins il était tranquille chez lui, à l'abri. Aujourd'hui, avec le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, etc., il n'est plus jamais à l'abri. Et donc, effectivement, on vient de voter un texte pour essayer à la fois de durcir les sanctions, de favoriser aussi la formation, l'anticipation, la prévention de ces mesures qui touchent beaucoup d'enfants et de parents et face auxquels on est souvent un petit peu démunis. La prévention, comment ? Alors les parents ont un rôle vital, évidemment, on ne peut pas être non plus derrière chaque écran. Non, mais ça passe beaucoup par de la détection. Hein. L'objectif, c'est déjà de sensibiliser aussi les élèves qui n'ont pas forcément conscience du mal qu'ils font. Et donc, il y a une notion de sensibilisation, il y a une notion de formation des personnels pour identifier les problèmes avant que ce ne soit trop tard. Parce que souvent, les problèmes peuvent être réglés quand c'est pas trop tard. Et après, il y a aussi, il y a renforcement des sanctions aussi évidemment, et puis il y a aussi des mesures de protection. Il faut être capable, par exemple, ce qu'on introduit dans la loi, d'enlever l'élève pour le changer d'établissement en cours d'année, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Alors c'est toujours malheureux de dire c'est l'élève qui est harcelé qu'on va enlever, alors que c'est plutôt les harceleurs qu'on devrait enlever. Mais c'est des fois plus facile quand même de le protéger et de le retirer et de le protéger quand la situation a pris des proportions telles. Vous vouliez revenir aussi sur les conditions sanitaires ? Quelques questions se posent encore. Dans notre pays, elles se poseront jusqu'à ce qu'on soit complètement sorti de la crise. Là, on est dans une situation qui est un peu particulière où on n'a pas encore atteint le pic, mais on commence à prendre des mesures de relâchement. On voit bien aujourd'hui que il y a le problème sanitaire et puis il y a le problème, les gens ont envie de revivre normalement, et que ce qui avait été un frein jusqu'à présent, c'était la situation de l'hôpital.
concrètement, on a pris toutes ces mesures très strictes parce que l'hôpital n'était pas en capacité d'assurer... Ça a sauvé certains hôpitaux. J'en parlais avec le maire de Saint-Jean-de-Maurienne. Finalement, on a mis beaucoup d'argent dans l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne qui était nécessaire. Oui. Mais peut-être sans le Covid, il n'y aurait pas eu autant de je pense qu'il y a une prise de conscience. C'est quoi ? Oui, il y a une prise de conscience que la santé, c'était important et qu'on ne pouvait pas jouer avec ça. Et qu'à un moment donné, quand on se retourne vers les professionnels de santé et qu'ils ne sont plus là parce qu'on n'a pas mis les moyens qu'il fallait, on s'aperçoit qu'on a probablement fait une erreur et que au-dessus peut-être de tous les autres sujets, le secteur de la santé est important. C'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question d'organisation. Mais personnel. Et aujourd'hui, on est en manque de personnel. Mais on n'arrive plus. Comment les motiver ? Et puis aussi, c'est une récurrence. Ça fait 1 an et demi qu'ils doivent traiter toutes les urgences. On n'arrive plus à recruter, c'est vrai aussi dans le secteur du médico-social, mais c'est vrai dans d'autres secteurs. Mais il y a un problème d'attractivité qui n'est pas que lié à des questions salariales. Il y a les questions salariales, il y a aussi beaucoup des questions de conditions de travail, de conditions d'organisation et de conditions de travail. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment qu'on puisse axer les choses, parce qu'on aura besoin de plus en plus de professionnels de santé dans les hôpitaux, mais pas seulement. Je pense qu'on s'est aussi beaucoup trop appuyé sur les hôpitaux pendant cette crise, pas assez sur les professionnels de santé dans les territoires, ou alors trop tardivement. Et je pense que là aussi, il faut avoir une vision de la santé qui n'est pas uniquement une vision hospitalière. L'hôpital a une place clé, c'est essentiel, mais on a aussi besoin de médecins, de professionnels de santé dans les territoires, et quand on les a, il faut s'appuyer dessus. On va finir avec l'actualité de cette semaine, c'est cette loi territoriale, la loi 3DS. C'est peut-être important de repréciser ce qu'est cette loi, et qui va être plus ou moins jouée cette semaine donc. Oui, alors 3DS, ça veut dire décentralisation, déconcentration, différenciation et simplification. C'est-à-dire ? C'est une loi importante, en tout cas pour les collectivités. L'objectif de cette loi, c'était d'apporter plus de proximité, donc de décentraliser, c'est-à-dire transférer des compétences aux collectivités locales pour qu'elles soient exercées localement. Déconcentration, c'est un peu différent. C'est les services de l'État qu'on déconcentre, c'est-à-dire l'État garde la main, mais transmet au niveau local la décision, c'est-à-dire au préfet, par exemple, quand la décision était prise avant par les ministères. On rapproche du terrain. Différenciation, c'est une manière de dire qu'on peut adapter les règles en fonction de la situation locale. Et en montagne particulièrement, on y est très sensible parce qu'une communauté de communes de montagne ou une communauté de communes en périphérie d'une ville a des problématiques qui peuvent être différentes. Et simplification, on sait tous ce que ça veut dire. Malheureusement, cette loi en comporte très peu. Qu'est-ce qu'on attend de cette loi ? Qu'est-ce qui va changer ? Alors, on en attendait beaucoup. Et on en aura finalement très peu, parce que ça n'a pas été la loi de décentralisation qu'on attendait. On attendait, beaucoup d'élus attendaient cette 3e phase de décentralisation. Finalement, c'est un recueil. Alors, il y a presque 300 articles dans la loi, donc c'est une loi très importante, avec beaucoup de mesures de simplification ou qui vont régler des problèmes techniques auxquels étaient rencontrés les élus. Donc ça va être un problème qui va être très important. On va pouvoir, par exemple, on espère en tout cas permettre sur une communauté de communes d'avoir une gestion différenciée de l'eau et de l'assainissement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est encore un point dur de discussion avec le gouvernement qui va se décider cette semaine. C'est sur la loi SRU, vous savez, sur les obligations des logements sociaux, un certain nombre de cas qu'on va pouvoir régler parce qu'on avait des situations ubuesques où des communes rurales qui ont fusionné se retrouvaient astreintes à faire 30% de logements sociaux alors que 6 mois avant, ils n'étaient pas obligés d'en faire un seul et qu'ils se retrouvent avec des amendes administratives et autres. Donc on va pouvoir régler un certain nombre de problèmes de ce type-là. Les routes nationales vont pouvoir être transférées pour celles qui restaient au département ou aux régions, dans certains cas. Il y a un certain nombre d'ajustements comme ça qui vont être mis, beaucoup d'ajustements qui tous mis individuellement peuvent avoir un sens, un intérêt, mais c'est vrai que ça ne fait pas une grande loi de décentralisation. Et ça, je pense que ce sera probablement un enjeu de la prochaine présidentielle et de ce qui se passera après. Je crois qu'on a besoin d'un choc de simplification et de décentralisation. Il faut remettre les leviers au niveau du terrain, puisque quand les leviers sont tous au niveau national, on voit que ça ne marche pas. En tant que bons ruraux, on pourrait dire, pour conclure, il y a encore du pain sur la planche pour vous. Oui, il y a du pain sur la planche. Moi, je suis intimement convaincu que c'est vraiment la réforme d'avenir. C'est que si on veut que les choses puissent changer, il faut redonner le pouvoir au niveau local. On voit qu'un maire, aujourd'hui, même si on lui a enlevé beaucoup de pouvoir, il arrive encore à changer le cours des choses sur sa commune. L'État, dès qu'il prend une décision, elle est contestée le lendemain, elle est appliquée de manière uniforme. Et donc on est quand même dans un monde de contestation.
Oui, et ce qui fait que ça bloque tout. Et puis le temps de l'État, il est très long. Ce qui fait qu'on a changé de gouvernement avant même que la mesure d'avant ait une efficacité. Si on veut avoir une efficacité, il faut redonner le pouvoir au local. Merci Cédric Vial d'être venu sur notre plateau. À très bientôt. Merci Laurent, à bientôt.